Le hurlement perçant d'un bébé déchira l'air recyclé de la cabine de première classe, éclipsant le bourdonnement feutré des moteurs du Boeing 787. Ce cri, strident comme une sirène, semblait défier les lois de la physique, tant il était puissant pour une si petite créature. Étienne Dubois, magnat de l'industrie technologique et PDG de Dubois Innovation, sentait les regards de tous les passagers braqués sur le dos de son costume en soie italienne, taillé sur mesure dans un atelier milanais. Sa fille, Sophie, âgée de 6 mois, était rouge d'effort, son visage crispé dans une nuance écarlate presque surnaturelle. 3 heures s'étaient écoulées depuis le décollage de New York à destination de Paris, et la petite n'avait pas cessé de pleurer un seul instant. Chaque tentative d'Étienne pour apaiser sa fille, biberon, jouet, chanson maladroite, s'était soldée par un échec cuisant, amplifiant son sentiment d'impuissance. Lui, l'homme qui négociait des contrats de plusieurs milliards d'euros avec une assurance froide, se retrouvait désarmé face à une enfant de 6 mois. L'hôtesse de l'air, une jeune femme nommée Camille, dont le sourire professionnel s'était fissuré pour laisser place à une irritation à peine voilée, s'approcha avec prudence. « Monsieur, nous avons reçu plusieurs plaintes, dit-elle, sa voix douce mais tendue, presque inaudible sous les cris de Sophie. Y a-t-il quelque chose que nous pourrions tenter pour calmer votre fille ?» Étienne, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir brodé à ses initiales, laissa échapper un soupir de désespoir. Les lignes autour de ses yeux semblaient s'être creusées en l'espace de ces quelques heures. Sa femme, Claire, était déjà à Paris, occupée par une série de réunions avec des investisseurs européens. Il avait cru, avec une naïveté qu'il maudissait à présent, qu'il pourrait gérer seul ce vol transatlantique avec Sophie. Quelle erreur colossale! J'ai tout essayé, murmura-t-il d'une voix rauque, berçant mécaniquement sa fille dans ses bras. Biberon, jouet, marchait dans l'allée, rien ne fonctionne. Autour de lui, l'atmosphère dans la cabine de première classe devenait de plus en plus pesante. Une femme âgée, Madame Lefebvre, une romancière parisienne connue pour ses récits introspectifs et son style acerbe, laissa échapper un tsss sonore, marmonnant quelque chose sur les parents incapables de contrôler leurs enfants. Un homme d'affaires en costume gris, assis à quelques sièges de là, ferma son ordinateur portable avec un claquement sec et enfonça des écouteurs anti-bruit sur ses oreilles, son visage trahissant une exaspération contenue. Même Camille, l'hôtesse, semblait à bout de patience. Ses allées et venues dans l'allée centrale, marquées par une raideur croissante. Dans la section économique, à l'arrière de l'avion, un jeune homme de 10 à 7 ans, Léon Martin, entendait les cris malgré le rideau épais qui séparait les deux classes. Assis dans un siège étroit près des toilettes, il ajusta son sweat à capuche élimée, un vêtement qu'il portait depuis sa première année de lycée. Léon était en route pour Londres, où il devait participer au championnat international de jeunes échecs, une opportunité cruciale pour décrocher une bourse universitaire qui changerait sa vie. Fils d'une infirmière travaillant de nuit dans un hôpital de Marseille, Léon avait grandi dans un quartier populaire des quartiers nord, où les rêves d'avenir se heurtaient souvent à la dure réalité des fins de mois difficiles. Ce voyage représentait l'aboutissement de années de sacrifices, ceux de sa mère, Élise, qui enchaînait les doubles gardes pour financer ses tournois, et les siens, passés à étudier des stratégies d'échecs jusqu'à l'aube. Il avait besoin de repos avant la compétition, mais les pleurs incessants de Sophie rendaient cela impossible. Les cris de la petite fille s'intensifièrent, comme si elle puisait dans une réserve d'énergie infinie. Léon, malgré la fatigue qui alourdissait ses paupières, sentit une vieille mémoire remonter à la surface. Il se souvenait des nuits où sa petite sœur, Amélie, âgée aujourd'hui de 7 ans, pleurait sans relâche lorsqu'elle était bébé, souffrant de coliques. Sa mère, épuisée par ses longues heures à l'hôpital, lui avait appris à calmer Amélie avec une technique qu'elle appelait « la magie des mains », une combinaison de pression douce sur le dos et d'un bercement rythmique, presque hypnotique. « Tu as un don, Léon », lui disait-elle souvent. Un sourire fatigué illuminant son visage. Ce souvenir, ancré dans son cœur, le poussa à agir. Avant même de réfléchir, il déboucla sa ceinture de sécurité et se leva, son grand corps dégingandé se dépliant maladroitement dans l'allée étroite. Julien, un steward qui distribuait des boissons dans la section économique, lui lança un regard sévère. « Monsieur, veuillez rester assis. Nous traversons une légère turbulence. » Léon, ignorant l'accélération de son pouls, répondit calmement « Ce bébé pleure depuis des heures. Je pense pouvoir aider. » Le ton de sa voix, ferme mais respectueux, contrastait avec son apparence modeste. Un gant usé, un sweat à capuche délavée, et la peau mate qui attirait trop souvent des jugements hâtifs.
Julien fronça les sourcils, son regard scrutant Léon de haut en bas, comme s'il évaluait sa légitimité à pénétrer dans l'espace sacré de la première classe. La première classe est réservée aux passagers de cette section, dit-il, son ton teinté de suspicion. Léon sentit le poids familier du préjugé peser sur ses épaules. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu dans les magasins où la sécurité le suivait de près, dans les salles de classe où les professeurs s'étonnaient de ses notes brillantes, dans les tournois d'échecs où ses adversaires sous-estimaient son talent jusqu'à ce qu'il les mette échecs et maths. « Je comprends », répondit-il, sa voix stable malgré la chaleur qui montait à ses joues. Mais parfois, les solutions viennent d'endroits inattendus. Avant que Julien ne puisse répliquer, le rideau séparant les deux classes s'ouvrit brusquement. Étienne Dubois apparut, tenant Sophie maladroitement contre son épaule, son apparence habituellement impeccable en désordre. Sa chemise sur mesure était froissée, tachée de lait, et ses yeux rougis par l'épuisement. « Je vous en prie, » dit-il, sa voix brisée s'adressant à personne en particulier. « Je paierai n'importe qui pour faire cesser ses pleurs. » Un silence tendu s'installa dans la cabine, les passagers détournant les yeux, face à la vulnérabilité de cet homme puissant, tous sauf Léon. Il fit un pas en avant, levant légèrement les mains. « Monsieur, » dit-il doucement, « je peux être aider votre fille ?» Pendant un instant, une ombre passa sur le visage d'Étienne. Un mélange de doute et de méfiance instinctive, en voyant ce jeune homme en vêtements modestes, à la peau foncée, s'approcher de lui. Mais l'épuisement et le désespoir l'emportèrent rapidement. 3 heures de cris ininterrompus avaient mis cet homme d'affaires à genoux. « Vous avez de l'expérience avec les bébés ?» demanda Étienne, tentant de masquer le scepticisme dans sa voix. « Ma petite sœur souffrait de coliques, » répondit Léon, son calme contrastant avec son cœur qui battait à tout rompre. « Puis-je essayer ?» Il tendit les bras vers l'enfant hurlante. Étienne hésita un bref instant avant de céder, confiant Sophie à cet inconnu. Toute la cabine sembla retenir son souffle. Léon prit la petite fille avec une assurance naturelle, soutenant sa tête d'une main tout en appliquant une pression légère mais précise sur son dos avec l'autre. Il commença à fredonner, non pas une berceuse classique, mais une mélodie basse et rythmée, presque comme un murmure vibrant dans sa poitrine. Son corps se balançait imperceptiblement, un mouvement fluide qui semblait indépendant des secousses légères de l'avion. « Elle a probablement des gaz », dit-il calmement, ses doigts décrivant de petits cercles entre les omoplates de Sophie. « Ma sœur était pareille. Parfois, ce n'est pas ce dont ils ont besoin, mais comment leur corps se sent. » Les hurlements de Sophie se transformèrent peu à peu en sanglots saccadés, ses petits poings encore serrés, mais son visage retrouvant une couleur plus normale. Étienne, figé, observait la scène avec incrédulité. Madame Lefebvre, la romancière, cessa de griffonner dans son carnet pour regarder Léon avec une curiosité nouvelle. Julien, le steward, se tenait à quelques pas, son expression passant de la suspicion à une admiration réticente. En quelques minutes, les pleurs de Sophie s'apaisèrent complètement, ses yeux se fermant doucement alors qu'elle s'endormait dans les bras de Léon. Un silence béni enveloppa la cabine, et les passagers, comme libérés d'un sortilège, échangèrent des regards soulagés. « Comment avez-vous » commença Étienne, sa voix basse, empreinte d'émerveillement. Léon rendit délicatement Sophie à son père, expliquant avec simplicité « Ma mère travaille de nuit. J'ai aidé à élever ma sœur depuis qu'elle était bébé. Certaines choses s'apprennent en les vivant. » Étienne ajusta sa prise sur Sophie, tentant d'imiter les gestes de Léon. « J'ai une équipe de pédiatres, de consultants en développement infantile, et aucun d'eux ne m'a montré cela, » admit-il, un soupçon de frustration dans la voix. Léon esquissa un sourire discret. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, certaines choses ne s'apprennent pas auprès d'experts. Il faut les vivre. » Ah. Camille, l'hôtesse, qui avait observé l'échange, s'approcha avec une attitude différente, presque contrite. « Puis-je vous offrir quelque chose, monsieur » demanda-t-elle à Léon, son ton trahissant une reconnaissance implicite de son erreur initiale. Étienne, cependant, prit les devants. « Monsieur Léon Martin, » répondit le jeune homme, serrant la main tendue d'Étienne avec assurance. « Eh bien, Léon Martin, vous venez de sauver cet avion d'une crise collective, moi y compris. Joignez-vous à moi pour le reste du vol. J'aimerais en savoir plus sur vos techniques. » Il désigna le siège vide à côté du sien. Léon hésita, jetant un regard vers la section économique. « Mon sac, je m'en occupe, » dit Étienne, faisant un signe à Camille, qui s'empressa d'aller chercher les affaires de Léon. Alors que Léon s'installait dans le fauteuil en cuir de première classe, plus confortable que n'importe quel meuble de son appartement marseillais, il ressentit pleinement l'étrangeté de la situation. Quelques heures plus tôt, sa mère lui avait donné de quoi payer un taxi pour l'aéroport,
un sacrifice financier pour qu'il voyage dignement. Maintenant, il était assis à côté d'un des hommes les plus riches de France, discutant comme s'ils étaient de vieux amis. Alors, Léon, commença Étienne, une fois que Sophie fut installée dans un berceau fourni par l'équipage, qu'est-ce qui vous amène en Europe? Une visite touristique? Des études? Léon se redressa légèrement. Un tournoi d'échecs, monsieur. Le championnat international des jeunes, à Londres. Les sourcils d'Étienne se haussèrent, une lueur d'intérêt dans ses yeux. Les échecs? Vous êtes joueur? Oui, monsieur. Maître junior international. Une expression calculatrice traversa le visage d'Étienne, semblable à celle qu'il arborait lors de l'évaluation d'une acquisition. Fascinant. Et pourtant, vous avez aussi ces compétences inhabituelles avec les bébés. Léon soutint son regard. Là d'où je viens, on apprend à être bon dans beaucoup de choses. La spécialisation est un luxe. Quelque chose dans son ton fit pencher la tête d'Étienne, comme s'il réévaluait le jeune homme. Marseille, je présume, d'après votre accent. Les programmes d'échecs compétitifs ne sont pas courants là-bas, n'est-ce pas? Non, monsieur. Mon école primaire avait un professeur qui animait un club après les cours. Monsieur Dupont, un ancien marin qui avait appris les échecs dans sa jeunesse. Les doigts de Léon, habitués à manipuler des pièces d'échecs, alignèrent machinalement une serviette en papier en angle parfait. Il disait que j'avais l'esprit tactique le plus affûté qu'il ait vu en 30 ans d'enseignement. Ce tournoi à Londres, c'est une chance pour une bourse universitaire complète si je termine dans les 3 premiers. Étienne hocha la tête, absorbant l'information comme il le ferait pour un dossier d'investissement. Et vos parents? Ils doivent être fiers. Une ombre passa sur le visage de Léon. Ma mère l'est. Elle est infirmière, enchaîne les doubles gardes depuis que mon père est parti. Étienne comprit immédiatement, sans poser de questions. Un silence s'installa, seulement troublé par le ronronnement des moteurs et la respiration douce de Sophie, endormie. Monsieur Dubois, dit finalement Léon, je devrais retourner à ma place. J'ai des stratégies à réviser avant l'atterrissage. Étienne leva une main pour l'arrêter. Restez, c'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. Et il jeta un coup d'œil à Sophie. J'ai être encore besoin de votre expertise avant d'atterrir. Yarleco, comme pour confirmer ses paroles, une légère turbulence secoua l'avion, faisant remuer Sophie dans son berceau. Les 2 hommes retinrent leur souffle, mais la petite se rendormit paisiblement. Parlez-moi des échecs, dit Étienne à voix basse, son regard toujours posé sur sa fille. J'ai toujours trouvé ce jeu fascinant, mais je n'ai jamais eu la patience de le maîtriser. Léon se détendit, sur un terrain plus familier. Ce n'est pas vraiment une question de patience, monsieur. Il s'agit de voir des motifs que les autres ne voient pas. Chaque mouvement a des conséquences qui se répercutent sur tout l'échiquier. Étienne esquissa un sourire. Comme dans les affaires, et dans la vie, ajouta Léon. Leur conversation s'écoula plus librement à partir de là, passant de la théorie des échecs aux stratégies d'entreprise, des préparatifs de Léon pour son tournoi au début d'Étienne comme entrepreneur. Les différences entre leurs mondes, l'un façonné par le luxe et le pouvoir, l'autre par la résilience et les sacrifices, semblaient s'estomper à mesure qu'ils découvraient des points communs inattendus dans leur façon d'aborder les problèmes. Madame Lefebvre, assise à quelques rangées, observait discrètement, son stylo suspendu au-dessus de son carnet, comme si elle capturait mentalement les contours d'une nouvelle histoire. Julien, passant avec un plateau de boisson, adressa à Léon un sourire timide, un signe de reconnaissance pour son geste audacieux. Au milieu du vol, alors qu'ils partageaient un repas étonnamment raffiné pour un vol commercial, Étienne posa une question qui semblait le préoccuper. Vous avez mentionné une bourse. Cela signifie que l'université est hors de portée autrement? Léon termina une bouchée, réfléchissant avant de répondre. Financièrement, oui, mes notes sont assez bonnes pour être admis, mais même avec une aide financière, les meilleures écoles sont coûteuses, et ce sont celles avec les meilleures équipes d'échecs. Étienne hocha la tête, coupant son filet mignon avec précision. Quelles écoles envisagez-vous? L'école polytechnique m'a contacté. Aussi l'université de Sorbonne et peut être une école à Londres selon mon résultat au tournoi. Étienne sembla impressionné. D'excellents établissements. J'ai abandonné Polytechnique en 2e année pour lancer ma première entreprise. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'étais resté. Sa voix portait une note de regret fugace. Auriez-vous construit Dubois Innovation? Demanda Léon. Être pas de la même manière, admit Étienne, prenant une gorgée de vin. Mais il y a une valeur à terminer ce qu'on commence, à poser des fondations avant de construire. Yuan, alors que l'avion entamait sa descente vers Paris, Étienne demanda à voir l'échiquier de voyage de Léon,
Le jeune homme sortit un petit plateau magnétique de sa poche, un cadeau de son entraîneur pour ses 15 ans, et l'installa sur la tablette entre eux. « Une partie » proposa-t-il. « Attention, je ne vous laisserai pas gagner, même pour un surclassement en première classe. » Étienne rit, un son rare qui contrastait avec son image publique austère. « Je ne m'attendrai pas à moins, et je n'apprendrai rien si vous le faisiez. » Ils jouèrent rapidement, Étienne montrant plus de compétences qu'il ne l'avait laissé entendre. Léon repéra des faiblesses dans son jeu dès les premiers coups, mais au lieu de les exploiter immédiatement, il transforma la partie en une leçon, expliquant les principes tactiques au fur et à mesure. « Vous ne jouez pas pour gagner, » observa Étienne après une vingtaine de minutes. « Je joue pour enseigner, » corrigea Léon. Objectif différent, stratégie différente. La partie se termina par la défaite inévitable d'Étienne, mais avec une grâce qu'il n'aurait pas eue sans les explications de Léon. Alors qu'il rangeait les pièces, Sophie se réveilla, commençant à s'agiter. Étienne la prit dans ses bras, tentant d'appliquer les techniques de Léon, mais ses mouvements étaient encore maladroits. « Ferme, mais doux », conseilla Léon à voix basse. « Les bébés ressentent la tension. Si vous êtes nerveux, elle le sentira. » Étienne ajusta son approche, et Sophie se calma, gazouillant joyeusement. Une lueur de triomphe traversa le visage de l'homme d'affaires, semblable à celle qu'il affichait après un coup réussi aux échecs. Alors que l'avion approchait de l'aéroport Charles de Gaulle, Étienne se tourna vers Léon avec une expression pensive. « J'ai une proposition à vous faire, si vous êtes prêt à l'entendre. » Léon haussa un sourcil, prudent mais curieux. « Je vous écoute. Votre tournoi à Londres se termine quand ? » « Dimanche après-midi. Si je vais en finale. » « Et vous rentrez à Marseille ensuite ?» Léon acquiesça. « Je vous propose un détour par Paris, » dit Étienne. « Ma femme et moi serons ici une semaine avant de retourner aux États-Unis. Vu vos compétences avec Sophie, j'aimerais vous offrir un poste temporaire comme, disons, consultant en soins infantiles, bien rémunéré, au-dessus des tarifs habituels. » Léon cligna des yeux, déconcerté. « Vous voulez m'embaucher comme nounou ?» Étienne sourit légèrement. « Je préfère le terme consultant. Le poste inclut un hébergement privé au Bristol, tout frais couverts, et un salaire qui pourrait renforcer votre fonds pour l'université, quel que soit le résultat de votre tournoi. » L'offre flottait entre eux, inattendue et potentiellement transformatrice. Léon calcula mentalement les implications. Prolonger son absence de Marseille, séjourner dans un hôtel de luxe, un salaire qui pourrait alléger les fardeaux financiers de sa mère. Mais au-delà des aspects pratiques, il ressentait une reconnaissance profonde. Étienne Dubois, un homme qui pouvait engager n'importe qui, lui offrait une responsabilité aussi précieuse que sa propre fille. « Puis-je y réfléchir ?» demanda Léon, sa voix ferme malgré le tumulte intérieur. « J'aimerais en discuter avec ma mère. »« Bien sûr, » répondit Étienne, sortant une carte de visite de sa poche. « Mon numéro privé. Faites-moi part de votre décision après le tournoi. » Alors que l'avion atterrissait, secouant légèrement la cabine, Étienne serra Sophie contre lui et se tourna vers Léon avec une gratitude sincère. « Quelle que soit votre décision, merci Léon, pas seulement pour Sophie mais pour cette conversation. Elle m'a ouvert les yeux. » Léon hocha la tête, comprenant les couches implicites de ces mots. Parfois, les coups les plus précieux aux échecs ne sont pas ceux qui capturent des pièces, monsieur. Ce sont ceux qui changent la structure du jeu. En quittant l'avion, Madame Lefebvre s'approcha de Léon, son carnet toujours en main. « Jeune homme, » dit-elle, sa voix portant l'élégance d'une Parisienne cultivée, « ce que vous avez fait était remarquable. Je suis écrivaine et je pense qu'il y a une histoire à raconter ici. Puis-je vous contacter ?» Léon, surpris, accepta, échangeant un sourire avec la romancière avant de rejoindre Julien, qui portait son sac. « Vous m'avez impressionné, » admit le steward, son ton plus chaleureux. « Si vous venez à Paris, passez me voir. Je travaille parfois au Bristol. » Léon sourit, touché par cette camaraderie naissante. En traversant l'aéroport, Léon sentit que quelque chose avait changé, pas seulement dans sa trajectoire personnelle, mais dans la manière dont il percevait sa place dans un monde qui semblait si éloigné du sien. Un cri de bébé, un acte de compassion et une rencontre improbable avaient ouvert une porte qu'il n'aurait jamais imaginée en montant dans cet avion à New York. Alors qu'il se dirigeait vers la gare pour prendre l'Eurostar vers Londres, il savait que ce voyage marquait le début d'un nouveau chapitre, où les frontières entre les mondes, riches et ses pauvres, puissants et humbles, pouvaient, commencer à s'estomper. L'Eurostar glissait à travers la campagne française, ses fenêtres offrant des éclats de champs dorés et de villages endormis sous un ciel d'automne clair. Léon Martin, assis près d'une vitre, feuilletait son carnet d'échecs,
révisant une dernière fois ses ouvertures pour le tournoi de Londres. Pourtant, son esprit revenait sans cesse à l'étrange rencontre dans l'avion, à ce moment où il avait tenu Sophie, la fille d'Étienne Dubois, et apaisé ses pleurs sous les regards médusés des passagers de première classe. Il sortit son téléphone et tapa un message rapide à sa mère, Élise, arrivée en France. En route pour Londres, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé dans l'avion. Avant qu'il ne puisse rédiger la suite, un texto arriva d'un numéro inconnu. C'est Étienne Dubois. Bonne chance pour demain, Léon. Sophie vous remercie encore. Un sourire se dessina sur les lèvres de Léon. Il sauvegarda le numéro et répondit. Merci, monsieur. Mes salutations à Sophie. Rappelez-vous. Ferme mes doux. Et respirez avec elle. Pas contre elle. La réponse d'Étienne fut presque immédiate. Sage conseil. Même pour les négociations d'affaires. Tenez-moi au courant de vos progrès. Léon rangea son téléphone, le cœur léger, mais l'esprit agité par l'ampleur de ce qui se déroulait. Une connexion inattendue avec un homme comme Étienne Dubois, magnat de l'industrie technologique, semblait irréelle pour un garçon de 10 à 7 ans venant des quartiers nord de Marseille. Pourtant, l'offre d'Étienne, un poste temporaire à Paris et une possible implication avec sa fondation, résonnait comme une opportunité qui pourrait changer la vie de sa famille. À Londres, le tournoi d'échecs fut une épreuve d'endurance et de stratégie. Léon navigua à travers les rondes préliminaires avec une précision méthodique, son entraîneur, M. Dupont, lui envoyant des messages d'encouragement bourrus entre chaque match. Face à des adversaires redoutables, dont un prodige russe et un champion allemand, Léon appliqua la patience qu'il avait développée sur les échiquiers des clubs scolaires marseillais. Lors de la finale, il affronta un joueur britannique, Oliver Hastings, dont l'arrogance rappelait à Léon les compétiteurs qu'il avait sous-estimés à cause de son apparence modeste. Mais Léon, fidèle à sa philosophie, laissa Hastings s'épuiser dans des attaques trop ambitieuses, puis contre-attaqua avec une combinaison subtile qui força son adversaire à abandonner. Lorsqu'il souleva le trophée du championnat international des jeunes, sous les applaudissements de la foule, Léon ressentit un mélange de triomphe et de soulagement. La bourse universitaire était désormais à sa portée, mais l'euphorie de la victoire fut amplifiée par un message d'Étienne. Félicitations, champion. Sophie et moi avons suivi vos derniers coups en streaming. Brillant sacrifice de cavalier. À bientôt à Paris. Léon répondit, encore essoufflé par l'émotion. Merci, monsieur. Oui, à Paris. Je vais réfléchir à votre offre. Le lendemain, Léon monta dans l'Eurostar pour Paris, son trophée soigneusement rangé dans son sac à dos. À son arrivée à la gare du Nord, un chauffeur en costume l'attendait, tenant une pancarte avec son nom. « Monsieur Martin, bienvenue », dit-il avec une courtoisie toute parisienne. « Monsieur Dubois m'a chargé de vous conduire au Bristol. » Léon, habitué au bus bondé de Marseille, monta dans la berline noire avec une légère appréhension. Le trajet à travers Paris révéla une ville qu'il n'avait vue qu'en carte postale. Les quais de la Seine scintillant sous le soleil, la silhouette élégante de la tour Eiffel, les immeubles haussmanniens bordés de platanes. Lorsqu'il arriva au Bristol, un palace niché dans le 8e arrondissement, le portier l'accueillit avec un sourire professionnel, mais Léon sentit à nouveau ce regard furtif qui scrutait son sweat usé et ses baskets fatiguées. Pourtant, l'accueil du directeur de l'hôtel dissipa toute gêne. « Monsieur Martin, nous sommes honorés de vous recevoir, » dit-il, l'escortant vers une suite somptueuse. La pièce, avec ses rideaux de soie, ses meubles en acajou et ses fenêtres donnant sur un jardin intérieur, semblait appartenir à un autre monde. Un panier de bienvenue, rempli de macarons ladurés et de chocolat fin, était accompagné d'une note manuscrite de Claire Dubois. « Félicitations pour votre victoire, Léon. Reposez-vous bien et à demain pour le petit déjeuner. Claire, Étienne et Sophie. » Léon prit une photo de la suite et l'envoya à sa mère avec la légende « Bien arrivé à Paris. La chambre est plus grande que notre appartement. Je t'aime. » La réponse d'Élise ne tarda pas. « Profite, mon champion. Tu l'as mérité. Mais ne t'habitue pas trop. » Le lendemain matin, Léon rejoignit les Dubois dans leur suite pentouse. Un espace encore plus grandiose que le sien. Étienne l'accueillit avec une chaleur surprenante, serrant sa main comme s'ils étaient de vieux amis. Claire, élégante dans une robe en lin beige, observait l'interaction avec une curiosité discrète, tenant Sophie dans ses bras. La petite fille, en reconnaissant Léon, agita ses bras potelés avec un gazouillis joyeux. « Elle se souvient de vous », remarqua Claire, un sourire amusé aux lèvres. « C'est rare à cet âge. » Léon, acceptant une tasse de café servie par un majordome discret, répondit «
Les bébés sont plus perspicaces qu'on ne le pense. Ils captent les énergies, pas seulement les visages. Étienne hocha la tête, son regard sérieux. C'est exactement ce que je voulais discuter avec vous, Léon. Cette perspicacité que vous avez, elle est exceptionnelle. Ça. Autour d'un petit déjeuner composé de croissants frais, de confitures artisanales et de jus d'orange pressé, Étienne exposa son projet en détail. Le poste temporaire consistait à aider avec Sophie pendant une semaine, tandis que lui et Claire assistaient à une série de galas caritatifs et de réunions d'affaires à Paris. Mais l'offre allait au-delà. La Fondation Dubois pour l'excellence éducative envisageait de soutenir Léon à long terme, avec une bourse complète pour l'université, des stages dans l'entreprise d'Étienne et un mentorat pour développer ce qu'il appelait l'intelligence interpersonnelle de Léon. J'ai bâti ma carrière en repérant des talents là où personne ne regarde, expliqua Étienne, beurrant un croissant avec précision. Ce que vous avez fait dans cet avion, ce n'était pas seulement calmer un bébé. C'était résoudre un problème sous pression, établir un pont entre deux mondes qui se croisent rarement. Ce sont des compétences rares, Léon. Des compétences que ma fondation et mon entreprise valorisent. Claire, qui jusqu'alors écoutait en silence, se pencha en avant. Ce qu'Étienne essaye de dire, avec son jargon de PDG, c'est que nous voulons investir dans votre avenir, pas seulement dans les échecs ou vos études, mais dans ceux que vous représentez. Ces mots, prononcés avec une sincérité mesurée, reflétaient une chaleur que Léon n'avait pas anticipée chez une femme de son milieu. Il posa sa tasse, pesant chaque mot. « Pourquoi moi » demanda-t-il. Son ton direct, mais respectueux. Il doit y avoir des milliers de jeunes talentueux que vous pourriez soutenir. Étienne et Claire échangèrent un regard, un dialogue muet qui semblait condenser des années de mariage. Ce fut Claire qui répondit. « Honnêtement, Léon, ce que vous avez fait dans cet avion nous a forcés à confronter certaines vérités inconfortables sur nos préjugés, sur la manière dont nous avons structuré nos vies pour nous isoler de certaines réalités. » Étienne ajouta, son ton plus direct. « Nous avons construit des murs autour de notre monde. Des murs qui excluent des perspectives, des sagesses dont nous avons besoin. » Il désigna Sophie, qui jouait avec une cuillère en argent. « Nous avons des experts pour tout ce qui concerne notre fille, et pourtant, aucun n'a su faire ce que vous avez fait instinctivement. » Léon, surpris par sa propre audace, intervint. « Ce n'est pas tout à fait juste pour eux. Ils n'avaient probablement pas l'expérience que j'ai eue avec ma sœur. Les parcours différents mènent à des savoirs différents. » Claire hocha la tête, un éclat d'approbation dans les yeux. « Exactement. Et c'est pourquoi la diversité des expériences compte, pas seulement comme un slogan, mais dans des moments concrets, comme celui-ci. » La conversation se prolongea, et Léon commença à comprendre que cet instant dans l'avion avait été un catalyseur pour les Dubois, un moment qui les poussait à réévaluer leur rapport aux privilèges, à l'opportunité, aux barrières invisibles qui séparaient leur monde du sien. Au cours de la semaine, Léon trouva un rythme entre ses responsabilités envers Sophie et les opportunités que Paris offrait. Étienne avait organisé des sessions avec un grand maître d'échecs français, Pierre Leclerc, dont les conseils affinèrent la stratégie de Léon pour les futurs tournois. Claire, de son côté, s'assura qu'il découvre la ville au-delà des sentiers touristiques. Une visite privée au musée Rodin, une promenade dans le Marais, un dîner dans une brasserie discrète où les serveurs plaisantaient en argot parisien. Prendre soin de Sophie se révéla à la fois gratifiant et révélateur. La petite fille répondait à Léon avec une joie constante et il se surprit à enseigner à Étienne et Claire les techniques que sa mère lui avait transmises, non seulement les gestes physiques pour apaiser, mais une philosophie d'écoute et de respect. « Vous l'écoutez vraiment ?» observa Claire un soir, alors que Léon calmait Sophie après une journée agitée. Pas seulement ses pleurs, mais ce qu'elle essaye de dire avant de s'énerver. Léon hocha la tête, massant doucement le dos de Sophie. « Ma mère appelle ça parler bébé. Il s'agit de repérer les signaux avant qu'ils ne s'amplifient. Un peu comme aux échecs, anticiper la position avant le moment critique. » Un soir, lors d'un gala caritatif organisé par la Fondation Dubois dans un hôtel particulier près des Champs, Élysée, Léon fut invité comme observateur. Vêtu d'un costume prêté par Étienne, une pièce élégante mais inconfortable comparée à son sweat habituel, il se sentit d'abord hors de place parmi les invités en smokings et robes de soirée. Pourtant, une rencontre fortuite changea la donne. Madame Lefebvre, la romancière de l'avion, était présente, son carnet remplacé par une flûte de champagne. « Léon Martin », dit-elle en l'apercevant, sa voix portant une note de triomphe. « Je savais que nos chemins se recroiseraient. » Elle lui présenta un éditeur parisien, Monsieur Fournier,
qui s'intéressa immédiatement à l'histoire de Léon après avoir entendu un résumé de ses exploits dans l'avion et au tournoi. Un garçon des quartiers nord de Marseille qui calme le bébé d'un milliardaire et gagne un championnat d'échecs, s'exclama Fournier, son accent parisien chargé d'enthousiasme. C'est une histoire que le public français adorera. Madame Lefebvre proposa d'écrire un article pour un grand magazine culturel. Une idée qui laissa Léon, à la fois flatté et intimidé. Ce n'est qu'un début, murmura-t-elle, elle en lui tapotant l'épaule. Votre histoire pourrait inspirer beaucoup de monde. Julien, le steward de l'avion, réapparut également dans la vie de Léon. Employé à temps partiel au Bristol, il servit des cocktails lors du gala et trouva un moment pour discuter avec Léon près d'une fontaine ornée de chérubins. « Tu m'as impressionné dans l'avion », admit Julien, son ton décontracté contrastant avec son uniforme impeccable. « J'ai grandi à Belleville. Pas si loin de ton monde. On apprend à se débrouiller, pas vrai ?» Léon sourit, reconnaissant une âme sœur dans ce jeune homme qui jonglait entre plusieurs emplois tout en rêvant d'ouvrir son propre restaurant. « Tu cuisines ?» demanda Léon. Julien rit. « Seulement pour les amis pour l'instant. Mais un jour, j'aurai ma brasserie. » Leur échange, simple mais sincère, renforça le sentiment de Léon qu'il n'était pas seul, même dans cet univers de luxe. Cependant, l'intégration dans le monde des Dubois n'était pas sans défi. Léon luttait contre une sensation persistante de décalage, comme s'il jouait un rôle dans une pièce dont il ne connaissait pas toutes les répliques. Lors d'une soirée où Étienne présenta Léon à des collègues, il surprit des regards sceptiques, des murmures à peine dissimulés sur « ce jeune homme de Marseille » qui semblait si proche du couple. Étienne lui-même faisait face à des tensions. Lors d'un dîner avec des investisseurs, un vieil ami, Philippe, plaisanta avec une pointe de condescendance. « Alors, Étienne, tu joues les philanthropes maintenant ?» Étienne, habituellement maître de ses émotions, répondit avec une fermeté froide. « Je reconnais le talent, Philippe. C'est comme ça que j'ai bâti mon empire. » Léon, témoin de l'échange, ressentit une gratitude mêlée d'inconfort. Était-il un symbole, un projet, ou quelque chose de plus authentique pour les Dubois? Un après-midi, alors que Léon promenait Sophie dans un parc près de l'hôtel, il reçut un appel de sa mère. « Comment va mon champion ?» demanda Élise, sa voix vibrant de fierté malgré la fatigue. Léon lui raconta tout, le tournoi, l'offre d'Étienne, la suite au Bristol. Élise resta silencieuse un moment, puis dit « Cet homme, ce Dubois, tu lui fais confiance ?» Léon réfléchit, pesant chaque instant passé avec Étienne et Claire. « Je crois que oui, maman. Il aurait pu me remercier et passer à autre chose. Mais il m'écoute, vraiment. » Élise rit doucement. « Tu as toujours su lire les gens mieux que moi. Si tu penses que c'est une bonne opportunité, saisis-la. Mais reste toi-même. » Léon. Ces mots, simples mais lourds de sens, ancrèrent Léon alors qu'il naviguait dans ce monde inconnu. Le soir suivant, lors d'une promenade le long de la Seine avec Étienne, les lumières des réverbères se reflétaient sur l'eau sombre, créant une toile mouvante d'or et d'ombre. Étienne, détendu dans une veste en cachemire, rompit le silence. « L'offre de la Fondation est toujours valable, Léon. Une bourse complète, des stages, un mentorat. Pas d'obligation, quel que soit le chemin que vous choisirez. » Léon observa un bateau-mouche glisser sous un pont, ses touristes agitant la main vers la rive. « C'est une chance incroyable, » admit-il. « Mais je dois être sûr que je l'accepte pour les bonnes raisons. Pas parce que vous vous sentez redevable, ou pire, par charité. » Étienne s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. Sous la lumière douce, son visage perdit un instant son aura d'autorité. « Soyons clairs, Léon, ce n'est ni de la charité ni une dette. C'est une reconnaissance de votre talent et de votre caractère. La même reconnaissance que j'accorderais à n'importe quel jeune prometteur, quelles que soient les circonstances. » Il marqua une pause, choisissant ses mots. « La différence, c'est que nos chemins n'auraient jamais dû se croiser sans cet avion. Nos mondes sont séparés par des systèmes conçus pour rester distincts. » Léon hocha la tête, comprenant la vérité dans ses paroles. « Donc, il s'agit de bousculer ces systèmes ?» Étienne sourit. « À petite échelle, oui. Une connexion à la fois. Un talent reconnu à la fois. » Ils reprirent leur marche, le silence entre eux chargé de réflexion. Léon pesait l'offre contre son besoin d'indépendance, contre la question de savoir si cette opportunité était méritée ou simplement le fruit d'un hasard. Étienne rompit à nouveau le silence. « Il y a autre chose. Claire et moi avons discuté après vous avoir vu avec Sophie. Nous lançons une nouvelle initiative à travers la Fondation, un programme pour identifier et valoriser les compétences émotionnelles et de soins dans des communautés comme la vôtre. » Léon le regarda, stupéfait. « Basé sur ce que j'ai fait ?» « Exactement, confirma Étienne.
La sagesse transmise dans des familles comme la vôtre, ces savoirs pratiques qui existent en dehors des systèmes éducatifs formels. Nous voulons créer des chemins pour que cette sagesse soit reconnue et partagée. Figure l'ampleur de cette idée, une fondation milliardaire inspirée par les leçons de sa mère, une infirmière de Marseille, laissa Léon sans voix. Nous aurions besoin de votre contribution, ajouta Étienne. Pas maintenant, mais après vos études, quand vous aurez tracé votre propre chemin. Alors qu'il rentrait à l'hôtel, Léon sentit les pièces de sa décision s'assembler comme dans une fin de partie d'échecs bien jouée. Accepter le soutien de la fondation ouvrirait des portes sans dicter lesquelles il franchirait. Sa relation avec les Dubois deviendrait une partie de son histoire, sans la définir entièrement. Le dernier jour à Paris, Claire offrit à Léon un petit coffret enveloppé de papier argenté. Un modeste remerciement, dit-elle, un sourire dans les yeux. À l'intérieur se trouvait un jeu d'échecs artisanal, avec des pièces en ivoire et ébène, accompagné d'une carte, pour le champion qui nous a appris que les coups les plus précieux sont ceux qui changent tout l'échiquier. Avec gratitude, Étienne, Claire et Sophie. Léon, ému, rangea le coffret dans son sac à dos, près de son trophée. Alors que la berline de l'hôtel le conduisait à l'aéroport, son téléphone vibra. Un message de Madame Lefebvre. L'article est soumis. Votre histoire sera dans le prochain numéro de l'Express. Bravo, Léon. Puis un texto de Julien. Reviens vite à Paris. Je te ferai goûter ma bouillabaisse. Enfin, un dernier message d'Étienne. Bon voyage, Léon. Souvenez-vous. Certaines connexions transcendent leur début. Ce n'est que le premier coup d'une longue partie. Assis dans l'avion pour Marseille, Léon regarda par le hublot, les lumières de Paris s'estompant dans la nuit. Il pensa à l'enchaînement improbable des événements. Un bébé en pleurs, un père désespéré, un garçon de Marseille qui avait osé franchir le rideau de la première classe. Aux échecs, on appelle cela une fourchette, un coup qui menace plusieurs pièces, forçant un choix. Mais parfois, un coup change tout. Ouvre des possibilités là où il n'y en avait pas. Léon avait fait un tel coup en se levant de son siège économique. Étienne l'avait fait en voyant au-delà de ses préjugés. Et maintenant, alors que l'avion s'élevait, Léon savait que cette rencontre avait redessiné l'échiquier de sa vie, créant des ponts entre des mondes qui, sans ce cri dans les cieux, ne se seraient jamais rejoints. Le train reliant Paris à Marseille filait à travers la campagne française, ses rails traçant une ligne droite entre les champs de lavande et les villages aux toits de tuiles rouges. Léon Martin, assis près de la fenêtre, contemplait le paysage, son trophée du championnat international des jeunes soigneusement rangé dans son sac à dos, à côté du coffret d'échecs offert par Claire et Étienne Dubois. La victoire à Londres, synonyme d'une bourse universitaire, aurait dû être le sommet de son voyage. Mais ce qui pesait dans son esprit était bien plus vaste. Une semaine à Paris, avec les Dubois, une proposition de soutien à long terme par leur fondation. Et l'idée naissante qu'un simple acte de compassion dans un avion pouvait redessiner l'échiquier de sa vie. Son téléphone vibra, affichant un message de sa mère, Élise, « Champion, quand arrives-tu ? Amélie a dessiné un échiquier pour toi sur le frigo. » Léon sourit, imaginant sa petite sœur de 7 ans, crayons en main, transformant leur cuisine modeste en une célébration de sa victoire. Il répondit rapidement, « Dans quelques heures, maman, j'ai tellement de choses à vous raconter. » Puis, un autre message arriva, d'Étienne cette fois. « Bon retour, Léon. La Fondation attend votre réponse. Sophie vous envoie un coucou. » Une photo accompagnait le texte. Sophie, dans les bras de Claire, agitait une main potelée devant un café parisien. Léon tapa une réponse. « Merci, monsieur. Dites à Sophie que je lui apprends l'ouverture italienne bientôt. » La légèreté de l'échange contrastait avec la gravité des décisions qui l'attendaient à Marseille. Accepter l'offre des Dubois signifiait non seulement une aide financière, mais aussi une entrée dans un monde qui, jusqu'à récemment, lui semblait aussi lointain que les étoiles. À son arrivée à la gare Saint-Charles, l'air salin de Marseille et le brouhaha familier des vendeurs ambulants l'enveloppèrent comme une vieille couverture. Élise et Amélie l'attendaient sur le quai, la petite fille brandissant une pancarte artisanale où était écrit « Champion Léon » en lettres colorées. Lorsqu'il les serra dans ses bras, Léon sentit une chaleur qu'aucun hôtel de luxe ne pourrait égaler. « Mon grand !» murmura Élise, ses yeux brillants de fierté et d'épuisement, vestige de sa dernière garde de nuit à l'hôpital. « Tu as rendu Marseille fière !» Amélie, sautillant d'excitation, tira sur la manche de Léon. « Tu as gagné contre combien de personnes ? Et c'était comment Paris ?» Léon rit, soulevant sa sœur dans ses bras. « Beaucoup trop de questions, ma puce. On parlera de tout à la maison. »
Leur petit appartement dans les quartiers nord, avec ses murs écaillés et son canapé usé, lui parut à la fois familier et étrangement différent après les fastes du Bristol. Autour d'une table garnie de plats simples, une ratatouille préparée par Élise et du pain frais du marché, Léon raconta son périple. Le tournoi, la rencontre avec les Dubois, l'offre d'Étienne. Élise écouta en silence, ses mains croisées sur la table, tandis qu'Amélie interrompait régulièrement pour demander si Sophie était aussi mignonne que moi. Cet homme, ce Dubois, dit Élise une fois le dîner terminé, il t'offre une chance. Mais à quel prix? Tu es sûr que c'est pour toi? Pas pour apaiser sa conscience? Léon avait anticipé la question, l'ayant lui-même tournée dans son esprit 1000 fois. Je crois qu'il est sincère, maman. Il aurait pu se contenter de me remercier dans l'avion et passer à autre chose. Mais il m'a écouté. Il a vu quelque chose en moi. Et Claire? Elle est différente, plus curieuse, plus ouverte. Élise hocha la tête, un sourire fatigué aux lèvres. Tu as toujours su lire les gens. Si tu penses que c'est juste, alors fonce. Mais ne perds pas de vue qui tu es, Léon. Ce monde-là, celui des riches, il peut être un piège. Ces mots, empreints de la sagesse d'une femme qui avait lutté toute sa vie, restèrent avec Léon alors qu'il aidait Amélie à ranger la vaisselle, son esprit jonglant entre son passé à Marseille et les possibilités que Paris avait ouvertes. Le lendemain, un article dans l'Express attira l'attention du quartier. Écrit par Madame Lefebvre, la romancière rencontrée dans l'avion, il s'intitulait « Un héros improbable ». Le prodige des échecs de Marseille. L'article retraçait l'histoire de Léon, depuis son geste spontané pour calmer Sophie jusqu'à sa victoire à Londres, décrivant comment un jeune homme des quartiers nord avait défié les barrières sociales pour gagner le respect d'un magnat. Les voisins, habitués à voir Léon comme « le gamin qui joue aux échecs », commencèrent à le regarder différemment. Certains, comme son ami d'enfance Malik, plaisantèrent. « Alors, tu vas devenir un bourgeois maintenant? Tu vas oublier les quartiers ?» Léon rit. Mais la remarque piqua. Était-il en train de trahir ses racines en acceptant l'aide des Dubois? Ou était-ce une chance de montrer que le talent des quartiers nord pouvait briller partout? Quelques jours plus tard, une surprise bouleversa la routine de l'appartement. Un courrier de la Fondation Dubois pour l'excellence éducative arriva, invitant Léon à une rencontre à Marseille avec Étienne et Claire, qui prévoyaient une visite dans le cadre d'un projet philanthropique. Élise, d'abord méfiante, accepta d'accueillir les Dubois, bien que l'idée de recevoir un milliardaire dans leur modeste salon la rendit nerveuse. « Je vais faire un gâteau aux amandes », déclara-t-elle, comme si un dessert pouvait combler le fossé entre leurs mondes. Lorsque les Dubois arrivèrent, accompagnés de Sophie dans une poussette élégante, l'atmosphère était tendue. Claire, vêtue d'une robe simple mais impeccablement coupée, complimenta immédiatement le gâteau d'Élise, brisant la glace avec une chaleur naturelle. Étienne, plus formel, serra la main de Léon avec une familiarité qui surprit Élise. « Merci de nous accueillir, Madame Martin, dit-il. Votre fils est un jeune homme exceptionnel. » Élise, peu habituée aux éloges formels, répondit avec un sourire prudent. « Il tient ça de sa mère. » La conversation s'orienta rapidement vers l'avenir de Léon. Étienne expliqua que la Fondation souhaitait non seulement financer ses études, mais aussi l'intégrer dans un programme pilote pour identifier et soutenir les talents issus de milieux défavorisés. Ce que Léon a fait dans l'avion, dit Étienne, ce n'était pas seulement calmer Sophie, c'était démontrer une intelligence émotionnelle, une capacité à résoudre des problèmes sous pression. Nous voulons créer des ponts pour que des jeunes comme lui puissent partager leur savoir, leurs perspectives. Claire, tenant Sophie qui babillait joyeusement, ajouta « Nous avons aussi lancé une initiative inspirée par Léon, pour valoriser les compétences de soins transmises dans des familles comme la vôtre. Ces savoirs, souvent ignorés par les systèmes formels, sont précieux. » Élise, touchée mais toujours pragmatique, demanda « Et qu'attendez-vous de Léon en retour? Rien n'est gratuit dans votre monde. » Étienne sourit, pas offensé par la franchise. Rien d'autre que son talent et son engagement. Nous investissons dans son potentiel, pas dans une dette. L'après-midi prit une tournure inattendue lorsque Julien, le steward de l'avion, désormais employé à mi-temps dans un restaurant marseillais, passa à l'appartement. Il apportait une bouillabaisse maison, un clin d'œil à la promesse qu'il avait faite à Léon à Paris. « Je t'avais dit que je cuisinerais pour toi », plaisanta-t-il, posant le plat fumant sur la table. Sa présence, décontractée et amicale, détendit l'atmosphère. Et bientôt, tout le monde, Élise, les Dubois, Julien, Amélie, partageaient un repas improvisé, riant et discutant comme si les barrières sociales s'étaient temporairement dissoutes. Sophie,
Installée sur les genoux de Léon, attrapa une cuillère en plastique et Claire murmura: Elle t'adore, Léon. Tu es sa star. Amélie, jalouse, grimpa sur les genoux de son frère. Moi aussi, je suis ta star, hein? Léon rit, embrassant sa sœur sur le front. Toujours, ma puce. Naudi. Quelques jours plus tard, Léon reçut une invitation pour un événement inattendu. Une exhibition d'échecs organisée par la Fondation Dubois dans une école de Marseille, visant à inspirer les jeunes du quartier. Étienne, dans un geste audacieux, proposa une partie amicale contre Léon, sous les yeux d'élèves ébahis et de professeurs curieux. L'événement, couvert par la presse locale, attira aussi Madame Lefebvre, qui continuait de suivre l'histoire de Léon. Assis face à Étienne, Léon installa son échiquier artisanal, celui offert par les Dubois, et joua avec la même patience qu'il avait montrée à Londres. Étienne, bien que moins expérimenté, se défendit avec une ténacité surprenante, appliquant les conseils tactiques que Léon lui avait donnés dans l'avion. La partie se termina par la victoire de Léon, mais Étienne serra sa main avec un sourire sincère. « Tu m'as encore appris quelque chose, dit-il. » Les élèves applaudirent, et un garçon d'une dizaine d'années s'approcha timidement de Léon. « Je veux apprendre à jouer comme vous, » murmura-t-il. Léon, ému, lui tendit une pièce de son échiquier. « Viens au club de Monsieur Dupont. On commence par les bases. » Cette soirée marqua un tournant pour Léon. En rentrant chez lui, il s'assit avec Élise et lui annonça sa décision. « Je vais accepter l'offre de la Fondation. Pas seulement pour moi, mais pour montrer que des gamins comme moi, d'ici, peuvent aller loin. » Élise, les larmes aux yeux, le serra contre elle. « Je savais que tu ferais le bon choix. » Quelques semaines plus tard, Léon reçut une lettre officielle de la Fondation, confirmant une bourse pour l'école polytechnique et une invitation à contribuer à leur nouvelle initiative sur l'intelligence émotionnelle. Julien, inspiré par l'exemple de Léon, annonça qu'il suivrait une formation de chef cuisinier, déterminé à ouvrir sa brasserie. Madame Lefebvre, quant à elle, publia un second article, cette fois dans Le Monde, intitulé Les ponts de l'échiquier, qui racontait comment un jeune Marseillais avait non seulement conquis un tournoi, mais aussi changé les perspectives d'une famille puissante. Un mois plus tard, Léon se retrouva à Paris pour une autre exhibition d'échecs, cette fois dans un centre culturel du 5e arrondissement. Étienne, Claire et Sophie étaient là, la petite fille applaudissant de ses petites mains lorsque Léon fut présenté comme le champion de Marseille. Pendant une pause, Étienne s'approcha, un sourire complice aux lèvres. « Tu sais, Léon, je crois que Sophie t'attend pour une leçon d'échecs. Elle est prête pour l'ouverture italienne. » Léon rit, prenant Sophie dans ses bras. « D'accord, mais on commence par les pions. » Claire, observant la scène, murmura à Étienne. « Il a changé quelque chose en nous, n'est-ce pas ?» Étienne hocha la tête. « Plus que tu ne l'imagines. » Assis plus tard sur un banc face à la Seine, Léon regarda les lumières de Paris danser sur l'eau. Il pensa à l'enchaînement improbable qu'il avait mené ici. Un cri de bébé, un geste spontané, une rencontre qui avait bousculé les règles d'un jeu qu'il n'avait jamais pensé jouer. Aux échecs, les coups les plus puissants ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Parfois, ce sont les mouvements discrets, ceux qui repositionnent une pièce pour ouvrir des chemins invisibles, qui transforment l'échiquier. Léon avait fait un tel coup en se levant de son siège dans l'avion. Étienne et Claire l'avaient fait en reconnaissant sa valeur au-delà des barrières de classe et de privilèges. Ensemble, ils avaient créé un pont, fragile mais réel, entre deux mondes. En rentrant à Marseille, Léon savait que ce pont ne serait pas le dernier. Son histoire, amplifiée par les mots de Madame Lefebvre, inspirait déjà d'autres jeunes du quartier à rêver plus grand. Julien, avec son ambition de chef, représentait une autre pièce sur cet échiquier en expansion. Et quelque part, dans un palace parisien, une petite fille nommée Sophie grandirait avec l'idée qu'un garçon de Marseille, avec ses mains habiles et son cœur généreux, avait un jour changé la vie de sa famille. Pour Léon, le véritable triomphe n'était pas la bourse ou le trophée, mais la certitude que les coups les plus précieux, dans les échecs comme dans la vie, sont ceux qui relient, qui construisent, qui transforment l'échiquier du monde, un geste à la fois. L'histoire de Léon Martin et des Dubois est une ode à la connexion humaine, transcendant les barrières sociales et culturelles qui divisent nos sociétés. Dans un monde où les préjugés et les hiérarchies rigides dictent trop souvent nos interactions, l'acte spontané de Léon, tendre la main pour apaiser un bébé en pleurs, incarne une vérité universelle. La compassion et l'empathie sont des forces puissantes, capables de combler les fossés les plus profonds. Cette rencontre fortuite dans les cieux révèle que la valeur d'une personne ne réside pas dans son statut, mais dans ce qu'elle choisit d'offrir aux autres. Pour les Français, attachés à l'idée d'égalité et de fraternité, cette histoire résonne comme un rappel.
Écouter, comprendre et valoriser les expériences différentes enrichit nos vies. Dans nos quotidiens, nous pouvons appliquer cette leçon en osant dépasser nos jugements, en reconnaissant le potentiel là où il est inattendu et en construisant des ponts, même modestes, vers ceux qui semblent éloignés de notre monde. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos proches, laissez un pouce levé et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle leçon vous inspire le plus. Ensemble, continuons à tisser des histoires qui relient les cœurs.